Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo d'introduction à l'apprentissage par renforcement. Dans cette vidéo, on va voir la définition d'un MDP. Alors, ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, donc la vidéo de présentation globale du Reinforcement Learning, c'était que l'interaction agent-environnement était au cœur du Reinforcement Learning. Et donc justement, dans cette vidéo, on va commencer par définir formellement cette interaction avec ce qu'on appelle un MDP. Alors pour schématiser l'interaction agent-environnement, on utilise la plupart du temps ce fameux schéma où on y voit donc déjà l'agent dans un premier temps ainsi que l'environnement. Et donc on voit que ces environnements et donc cet environnement échange des informations avec l'agent et donc à son tour l'agent échange donc des informations avec l'environnement. Donc on voit tout d'abord que l'agent ne fait pas partie de l'environnement. En fait l'agent c'est juste un algorithme qui peut prendre des actions dans un environnement. Alors déjà, on va dire que cette interaction, elle va se faire par time step, donc en fait c'est par unité de temps. Donc on dénote une time step donc par l'indice, par la petite lettre, donc par petit t. Et donc on dit qu'il y aura la time step, t égale 0. Il y aura également la time step 1, donc t égale 1. Il y aura également donc t égale 2, t égale 3, et ce jusqu'à donc grand t. Donc grand T c'est la time step donc finale, c'est-à-dire que c'est la dernière time step. Après cette time step en fait l'interaction s'arrête. Et donc à noter que cette time step peut ne pas exister dans certains cas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des environnements où l'interaction agent-environnement dure sans s'arrêter. Alors donc l'environnement à chaque time step il va envoyer un state et un reward à l'agent. Donc ce state on va le noter donc grand ST et le reward grand R, indice T. Et donc les indices T veulent dire que ça a été le state, donc là par exemple ça a été le state reçu par l'agent à la time step T, donc là ça a été le reward reçu par l'agent à la time step T. Alors donc je le rappelle assez brièvement, donc le state c'est l'état de l'environnement qui permet à l'agent d'avoir une vision sur l'environnement donc pour prendre ses actions, et le reward c'est en fait un nombre qui va permettre à l'agent de savoir si les actions qu'il réalise sont bonnes ou pas. Donc l'agent, en connaissance donc, du state ST et du reward RT, il va prendre une action, et donc cette action, il va la donner à l'environnement, et cette action, on la dénote à indice T, donc encore une fois, c'est l'action prise à la time step T. Et donc une fois que l'environnement a reçu cette time step, donc cette action, à T, il va passer à la time step T plus 1, et donc il va envoyer donc, le state ST plus 1 et le reward RT plus 1 à l'agent, et donc à son tour l'agent va pouvoir envoyer à l'environnement l'action à t plus 1, donc l'environnement va pouvoir passer à la time step t plus 2, et donc ça ainsi de suite jusqu'à l'infini ou jusqu'à une time step grand t. Et donc cette interaction, donc si on la réalise en boucle, elle laisse place à une trajectoire. Donc en fait une trajectoire c'est l'ensemble donc en fait de state action reward, donc de la time step 0 jusqu'à la time step grand T ou bien jusqu'à l'infini. Alors j'ai parlé de MDP tout à l'heure, qu'est-ce qu'un MDP? C'est un Markov Decision Process, donc c'est un moyen de décrire formellement un problème à résoudre en RL, donc on va pouvoir décrire un environnement par un MDP en fait. Donc, par quoi est caractérisé un MDP? Tout d'abord, il y a grand S, l'ensemble des states donc d'un environnement. Et il y a également grand A, qui est l'ensemble des actions d'un environnement. Et donc, en plus de cet ensemble de states et d'actions, on retrouve petit p et petit r, en fait, qui décrivent, qui sont le modèle de l'environnement. Donc, petit p, ça va être les dynamiques de l'environnement. Donc, c'est-à-dire que petit p va nous renseigner sur les différents states successeurs qu'on peut obtenir, sachant qu'on a un state donc particulier. Et petit r, donc sont les rewards de l'environnement, donc ça décrit les rewards que nous procure l'environnement. Donc petit r, ça va nous renseigner sur le reward qu'on va obtenir, sachant qu'on est dans un tel state et qu'on prend telle action. Et donc du coup on dit qu'un MDP est décrit par un tuple, donc c'est l'ensemble, donc ce sont ces quatre choses, donc grand S, grand A, petit p et petit r. Alors, avant de continuer vers la suite, il est important de noter que petit p et petit r donc, sont inconnus pour un problème modèle free, parce que là, on a bien un modèle de l'environnement qui est caractérisé donc, par les dynamiques ainsi que les rewards de l'environnement. Et donc, comme je l'ai dit dans la première vidéo, dans le cadre du modèle free, on ne possède aucun modèle de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien sur l'environnement, et donc, typiquement, on ne connaîtrait pas p ni r. Alors,
on va un peu définir formellement donc à quoi fait référence réellement donc petit p, donc ce qu'on appelle une fonction de transition. Et donc en fait cette fonction p, elle va prendre trois éléments. Elle va prendre s', qui est le state à la time step, donc t plus 1, ainsi que s et a, donc qui sont les states et les actions, enfin le state et l'action à la time step t. Et donc en fait, si on donne donc à la fonction p s', sachant donc SA, et bien en fait ça va nous, la fonction P va nous retourner la probabilité d'avoir le state S', sachant qu'on est dans le state S et qu'on a pris l'action A. Donc si on écrit ça sous langage donc de probabilité, on va dire que c'est la probabilité d'avoir ST plus 1 égale S', sachant qui est représenté avec la barre, qu'on a donc ST égale S et AT égale A. Donc là, il n'y a rien de bien magique, ça veut juste dire donc, que c'est la probabilité d'avoir S', sachant qu'on est dans le state S et qu'on a pris l'action A. Alors là, on remarque quelque chose de très important, qui est donc la propriété markovienne, donc qui donne son nom au MDP. Et donc, cette propriété markovienne, elle peut être résumée par la phrase, donc, le futur ne dépend que du présent. Alors si on regarde juste cette expression-là, on voit que la probabilité d'avoir S', elle ne dépend que du state S et de l'action A. Donc en fait, la probabilité du futur, donc t plus 1, elle ne dépend que de la time step t, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que du présent. Donc autrement dit, le futur ne dépend que du présent, et donc, entre guillemets, donc, il ne dépend pas du passé. Alors, l'équivalence, si on l'écrit donc sous forme de probabilité, on va dire que la probabilité d'avoir st plus 1 égale s', sachant qu'on a st égale s et at égale a, c'est la même, en fait, c'est égal à la probabilité d'avoir st plus 1 égale s', sachant qu'on a st, at, st-1, at-1, et ce donc jusqu'à s0 à 0. Donc en fait, tout ça, c'est ce qu'on va appeler en fait le passé, c'est-à-dire que là, c'est bien le présent, c'est-à-dire que le présent, c'est la time step t, et donc là, c'est bien le futur à la time step, donc t plus 1. Et donc là, on voit que le passé, donc de la time step 0 à la time step t-1, en fait, qu'on le mette ou qu'on le mette pas, ça donne la même probabilité. Donc au final, en fait, le passé n'intervient pas dans la décision donc, du futur. Alors, un exemple de cette propriété markovienne dans un cas concret, donc qu'on nomme, donc en fait ça c'est un environnement qu'on nomme le row grid world. Donc en fait c'est un grid world dans le sens où il y a des cases, et donc l'agent commence sur cette case et il peut aller soit à gauche soit à droite, et donc en fait il va se déplacer de case en case. Et donc en fait on dit qu'une case, c'est équivalent donc à un state. Donc là on dit que c'est le state 0, là on dit que c'est le state 1, le state 2, le state 3 et le state 4. Alors donc pour illustrer cette propriété markovienne, on va par exemple prendre le cas où l'agent se situe ici et il choisit de prendre donc l'action d'aller à gauche. Donc là le fait que l'agent aille sur le state S0, il ne dépend pas du tout du passé de l'agent. C'est-à-dire que l'agent a beau pu donc être ici, puis ici, puis ici, ça ne va pas influer sur le fait donc il atterrisse bien à S0 s'il est dans S1 et qu'il prend l'action d'aller à gauche. Donc autrement dit, le passé de l'agent n'intervient pas sur la probabilité d'avoir S0, sachant qu'il est dans S1 et sachant qu'il prend l'action d'aller à gauche. Donc là on retrouve bien la propriété markovienne. Alors, on va également donc inspecter cette propriété markovienne avec le jeu Breakout. Donc là on va modifier l'état de Breakout, donc, dont j'avais donné un exemple dans la dernière vidéo. Là on va dire que ST, donc l'état à la time step t plus 1, il est donné par une capture d'écran du jeu. Donc c'est à dire que à chaque time step, l'agent va pouvoir observer une capture d'écran du jeu. Donc en fait c'est un peu similaire à ce qu'a l'humain, c'est à dire que l'humain il voit à chaque fois il voit l'écran du jeu, une capture d'écran du jeu. En fait on va voir que si ST est une capture d'écran du jeu, la propriété markovienne n'est pas vérifiée, et donc un breakout ne peut pas être décrit comme étant un MDP. Alors en effet, si là on prend donc un state ST au hasard, on voit que on a donc la capture d'écran du jeu. Et donc là on regarde qu'on a ici la balle et ici le pad. Et bien là on peut se demander où est-ce que va la balle. C'est-à-dire que est-ce qu'elle est en train de se diriger vers le haut, est-ce qu'elle est en train de se diriger vers la gauche ou vers le bas. On ne peut pas savoir. Donc autrement dit, on ne peut pas
savoir le futur à partir du présent. C'est-à-dire que là, le présent, eh bien, c'est une capture d'écran figée, on ne peut pas savoir où va la balle. Alors pour savoir justement où va la balle, eh bien, il aurait fallu avoir accès aux captures d'écran antérieures pour voir vers quelle direction eh bien, se déplace la balle. Et donc pour pallier à ce problème, on va justement donner à l'agent différentes captures d'écran, c'est-à-dire qu'on va lui donner par exemple les 4 dernières captures d'écran, mais on va lui donner ça donc dans le state ST, c'est-à-dire qu'on va entre guillemets agrandir le state ST. Donc maintenant le présent, eh bien, c'est équivalent aux 4 dernières captures d'écran. Et donc là, dans ce cas-là, l'agent va pouvoir détecter à partir du présent que la balle eh bien, se dirige par exemple vers le haut. Et donc du coup, il va pouvoir prédire le futur à partir du présent qui est constitué donc, des 4 dernières captures d'écran. Alors j'ai parlé de la fonction donc petit p, on va maintenant parler de la fonction petit r, donc la fonction de reward. Et bien vous allez voir qu'elle est très similaire à p. Donc en fait r il va prendre s, a, s', donc encore une fois SA, donc ce sont les states et les actions à la time step t, et S', c'est le state à la time step t plus 1. Donc R de S à S', eh bien, ça va en fait retourner le reward qu'on va obtenir si on est dans le state S et qu'on a pris l'action A et qu'on a reçu le state S'. Donc, sous forme de probabilité, eh bien, on dit que c'est égal à l'espérance de RT plus 1, sachant qu'on a ST égale S, AT égale A, et ST plus 1 égale S'. Alors pourquoi est-ce qu'on a ici une espérance? Eh bien tout simplement parce qu'on dit qu'en fait c'est le return moyen qu'on peut espérer, c'est-à-dire que dans des environnements, il peut des fois y avoir des récompenses qui sont aléatoires entre guillemets, et donc on va considérer la moyenne. Donc justement cette moyenne, eh bien, elle va être exprimée ici par l'espérance E. Et donc en fait on prend l'espérance de quoi? On prend l'espérance de RT plus 1. Donc RT plus 1, on voit bien que c'est le reward à la time step T plus 1. Et bien justement on va voir quelle est la valeur moyenne qu'on peut espérer donc du reward à la time step RT plus 1. Sachant quoi? Sachant qu'on a le state S, qu'on a l'action A, donc qu'on est dans le state S, qu'on a pris l'action A, et qu'on a reçu à la time step T plus 1 le state S'. Alors, pour illustrer vraiment cette fonction de reward, vous allez voir qu'elle est très simple. On va encore une fois s'appuyer sur le raw reward. Alors tout à l'heure j'avais mis des chiffres, donc je ne les ai pas expliqués, mais en fait ces chiffres, donc ce sont les rewards qu'on obtient. Donc par exemple, si l'agent est ici et qu'il prend l'action d'aller à gauche, bon, l'environnement va se terminer, mais il va recevoir un reward de moins 100. Donc de la même manière, si l'agent est ici et qu'il prend l'action d'aller à droite, eh bien l'environnement va se terminer, mais il va recevoir un reward de plus 10. Alors si on utilise la fonction donc petit r de reward, eh bien on va dire que r de S1, donc ça c'est le state présent, l'action présente ça va être quoi? Ça va être donc d'aller à gauche, donc c'est à dire que si on est là et qu'on va à gauche, on obtient donc le state à la time step t plus 1, et bien ça c'est le state S0, et bien ça on va dire que c'est égal à moins 100. De la même manière, donc si on prend ce state là, donc c'est le state S3, et si on va dans l'action, donc si on prend l'action d'aller à droite et qu'on va dans le state S4, eh bien quel va être le reward obtenu? Ça va être R10. Donc si on utilise la fonction petit r, eh bien R de S3, action d'aller à droite, S4, eh bien ça va être égal à plus 10. Voilà, donc cette fonction de reward, elle est vraiment très simple, hein, surtout sur des environnements comme ça, où les rewards sont tout le temps les mêmes. Donc on sait maintenant définir un problème de RL grâce à un MDP, et donc dans le but de résoudre ce MDP, on va voir qu'est-ce que ça veut dire que résoudre un MDP. Donc pour cela, on va quand même se placer, comme je l'ai dit, donc dans la partie 1 de ce cours, on va se placer dans le contexte de model based. Donc on va eh bien, partir du principe qu'on connaît P et qu'on connaît petit r. Alors on va voir que pour cela, on va définir une politique qu'on nomme une policy en RL. Et donc en fait, une policy, ça va s'apparenter au comportement d'un agent. Et en plus de cette policy, on va définir une prédiction du reward obtenu par une certaine policy. Alors, résoudre un MDP, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, à première vue, on pourrait se dire que c'est eh bien, tout simplement recevoir le plus de rewards possible. Et bien, en effet, on dit que résoudre un MDP, ça revient à maximiser le return GT. Alors, le return, ça va être un nouveau mot, donc c'est le retour en fait GT, donc on note GT. Donc là, on voit qu'il dépend du time step parce que donc il est indicé par une time step. Donc en fait, ce retour GT, il va être égal à quoi? Il va être égal en fait tout simplement à partir de la time step T, il va être égal à la somme de tous les rewards futurs qu'on va obtenir jusqu'à la time step, donc grand T. Donc voilà, donc ce retour, c'est tout simplement la somme de tous les rewards futurs à partir
dans l'instant T. Donc jusque là, eh bien il n'y a rien d'étonnant, hein. Si on veut maximiser les rewards, eh bien ça revient donc à maximiser le return. Alors là, avec cette définition, eh bien elle est bien, hein, mais sauf qu'elle ne convient pas à tous les environnements, parce que là, eh bien, il faut avoir une time step finale. C'est-à-dire que si l'interaction continue jusqu'à l'infini, eh bien, on voit que le return GT, eh bien, il va tendre vers plus l'infini, hein, parce que là, il y aura une infinité de termes juste ici. Et donc, du coup, si le return tend vers plus l'infini, eh bien, ça va en fait rendre impossible les calculs. Pourquoi? Parce que peu importe quelles actions on prendra, eh bien, le return sera toujours égal à plus l'infini. Et donc pour pallier à ça, on va définir un nouveau return en fait qu'on va appeler le discounted return, donc le return avec remise en fait. Et donc la remise, elle va être effectuée par un facteur de remise, donc gamma, qui appartient à l'intervalle 0,1. Alors sur le principe, le return, donc le discounted return, c'est le même que le principe donc du return, hein, c'est-à-dire que c'est la somme des rewards futurs à partir d'une certaine time step t. Et donc en fait ce qui va juste être modifié avec cette somme, c'est que plus le reward va être situé dans le futur, donc plus il va être éloigné de la time step t, et bien moins il va compter dans le return gt. Alors pour justement faire ça, et bien en fait on va multiplier gamma, en fait on va multiplier tous les rewards futurs par gamma, et plus le reward est dans le futur, plus on va multiplier avec une puissance élevée de gamma. Donc là par exemple on voit que RT plus 1, eh bien, il est multiplié par rien, en fait par 1, donc du coup il va compter pleinement entre guillemets dans GT. Et donc par contre RT plus 2 il est multiplié par gamma, et RT plus 3 il est multiplié par gamma au carré, et donc RT plus 4 serait multiplié par gamma au cube. Donc par exemple si on a gamma égale 0,9, on voit déjà que RT plus 2 eh bien, compte moins que RT plus 1 pour le return GT. Et donc encore pire pour RT plus 3, parce que RT plus 3 donc, sera multiplié par gamma au carré. Donc gamma au carré ça fait 0,9 au carré, donc 0,81. Donc RT plus 3 comptera encore moins que RT plus 2 donc, dans la somme du discounted return GT. Donc on a bien donc les futurs rewards qui sont moins importants que les rewards plus proches dans le futur. Alors quelque chose de très important de noter, c'est que on peut écrire en fait GT comme étant égal donc à RT plus 1 plus gamma de GT plus 1. Donc si vous en fait regardez cette expression là, eh bien vous pouvez voir que cette égalité fait sens. Alors en plus donc en plus de pouvoir la justifier mathématiquement, cette égalité, elle a la propriété donc d'être en fait, on peut l'intuiter, c'est-à-dire qu'en fait le return total à la time step t, eh bien il est égal au reward à la time step t plus 1, plus le return total à la time step t plus 1. Voilà, hein, ça fait sens. C'est-à-dire que bien, tous les rewards qu'on obtient à partir de la time step t, eh bien c'est égal au reward de la time step t plus 1, plus tous les rewards qu'on obtient à partir de la time step t plus 1. Hein. Voilà, ça semble logique. Alors j'ai parlé tout à l'heure d'une policy, donc on va noter une policy par la lettre Pi, et donc cette policy, elle va définir le comportement d'un agent. Donc c'est-à-dire qu'on va donner un state S à une policy, et en sortie, elle va nous donner une action A. Alors on va déterminer deux types de policy différents. Donc tout d'abord, on va retrouver les policies déterministes, donc c'est-à-dire qu'on va lui donner un state S, et donc la policy va nous donner tout le temps la même action A. Donc au contraire, les policies stochastiques sont les policies qui vont nous donner une probabilité pour chaque action A. Donc c'est-à-dire qu'on va, en fait, on va les noter donc, de cette manière-là, ça va être pi de A sachant S. Donc en fait, pi de A sachant S, ça va être la probabilité de prendre l'action A, sachant qu'on a le state S. Et donc là, en fait, ça revient, en fait, la policy pi, si elle est stochastique, eh bien, elle va nous donner une distribution de probabilité sur A. Alors évidemment, une policy déterministe peut être vue comme une policy stochastique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la policy déterministe, eh bien, elle va assigner une probabilité de 1 à une certaine action et une probabilité de 0 à toutes les autres actions. Voilà, donc cette distinction n'est pas très importante, mais il faut quand même la prendre en compte par la suite. Des fois, on va jouer en fait entre les deux classes de policy. Alors tout à l'heure, j'ai parlé, en plus d'une policy, d'un moyen de prédire les rewards obtenus par une policy, et bien en fait ça va être le but d'une value function. Donc on va voir, donc là la première value function c'est une state value function qu'on note V
indice pi. Et donc cet indice pi, ça veut dire que c'est la value fonction. Donc en fait, ça veut dire que VP, c'est la state value fonction de la policy pi. Donc une state value fonction, ou même tout court une value fonction, en fait, mesure les rewards d'une certaine policy. Hein. Voilà, une value fonction est forcément rattachée à une certaine policy. Alors, comme c'est une state value function, et bien en fait, ça va donner les rewards d'une policy selon un state. Donc en fait, on va pouvoir noter donc VP de S. Et donc à quoi est égal VP de S? Et bien en fait, ça va être égal au return moyen qu'on peut obtenir en suivant pi à partir du state S. Et donc concrètement, à quoi ça va être égal? Et bien en fait, ça va être égal à l'espérance du return GT, sachant qu'on a ST égale S. Et donc à noter qu'on a ici l'espérance qui est en fait également sachant qu'on a pi, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'espérance de GT, sachant qu'on a ST égale S, et également sachant qu'on suit la policy pi. Et donc du coup, eh bien ça, eh bien c'est vrai, hein, c'est le return moyen, donc c'est l'espérance du return qu'on a, donc en suivant la policy pi à partir du state S. Donc le state S, en fait, c'est le state à la time step t, donc c'est pour ça qu'on a l'espérance de GT. Et donc du coup, autrement dit, c'est une prédiction des rewards qu'on peut obtenir grâce à une policy pi. Alors, avant de continuer par la suite, je vais vous montrer qu'il est vraiment important d'avoir une policy pi qui est rattachée à une value fonction. Hein. Une value fonction toute seule, eh bien, ça ne veut rien dire. Alors pour cela, on va reprendre donc l'exemple du gridward. Et donc sur ce gridward, j'y ai ajouté une certaine policy, hein, qu'on va dire, qu'on va noter pi. Donc cette policy, elle est représentée par les actions violettes. Donc c'est-à-dire que la policy, eh bien, dans les states 1, 2, 3, eh bien, elle va donner une action, une probabilité de 1 de choisir l'action d'aller à gauche. Donc c'est-à-dire que peu importe où on se trouve sur le gridward, eh bien, on va forcément aller à gauche. Et donc on va forcément se retrouver donc dans la case maudite, hein, c'est-à-dire la case où on va recevoir un reward de moins 100. Donc là on voit que par exemple si on écrit VP de S1, donc S1 c'est ce state là, et bien c'est quoi? C'est le return moyen qu'on peut espérer à partir du state 1 en suivant la policy pi. Donc si on est dans le state 1 et qu'on suit la policy pi, eh bien on va aller à gauche et donc on va recevoir un reward de moins 100 et l'épisode va se terminer. Donc le return, une fois qu'on a été ici, eh c'est la somme des rewards futurs. Donc là, on a eu qu'un reward, ça a été moins 100. Donc le return ici, il va être égal à moins 100. Et donc en fait, de la même manière, alors si on a gamma égale 1, en fait, eh bien de la même manière, VP de S2 va être égal à VP de S3. Donc qui vont également être égal à moins 100. C'est-à-dire que si on est là, eh bien on va de toute façon donc suivre la policy. Donc c'est-à-dire qu'on va tout le temps aller à gauche et donc on va avoir un return de moins 100. Alors, si on avait pris un gamma qui était inférieur à 1, eh bien, on aurait eu un return un peu plus élevé en fait pour ce state-là, parce que le return de ce state-là ne serait pas exactement égal à 100, hein, du fait que ce serait un return, un reward futur, pardon, le moins 100. Hein, de ce state-là, le reward moins 100 n'est pas un reward immédiat, mais voilà, sinon dans le principe, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, on voit bien que la value fonction pour la policy pi donne une valeur de moins 100 pour tous les states. Alors au contraire, si on considère la policy opposée, entre guillemets, hein, c'est la policy qui nous dit d'aller à droite dans tous les states possibles, et bien là on voit que c'est tout de suite différent. C'est-à-dire que si on prend VP de S3, donc c'est-à-dire ce state-là, et donc si on est dans ce state-là et qu'on suit la policy pi, eh bien on va aller à droite, et donc on va recevoir un reward de plus 10, et l'environnement va se terminer. Donc au final, on aura reçu quoi? On aura reçu un return de plus 10. Donc on peut écrire que VP de S3, c'est égal à plus 10. Et donc de la même manière, VP de S2 est égal à VP de S1 est égal à plus 10. Donc encore une fois, hein, si on se trouve là, eh bien on aura forcément un return de plus 10, hein, si on suit bien la policy pi. Donc là encore une fois, c'est si gamma est égal à 1. Donc là, on voit qu'on a des résultats totalement différents entre donc, la première policy et la deuxième policy. Donc ces résultats, ils sont donnés par la value fonction, mais pourtant, on a vu que eh bien, elle dépend vraiment, hein, d'une policy. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'une state value function, mais on va aussi manipuler une action state value function. Donc tout à l'heure, la state value function nous donnait le reward d'une policy à partir d'un state, enfin le return d'une policy, pardon, à partir d'un certain state. Et bien une action state value function, eh bien elle va nous donner le return d'une policy à partir d'un state et à partir d'une action. Donc on va noter cette action state value function Q
indice pi de SA. Donc là encore une fois on a l'indice pi qui montre bien que eh bien, cette value fonction dépend d'une policy pi. Alors justement, donc Q pi de SA, eh bien ça va être égal à l'espérance du return, donc GT, sachant qu'on a ST égale S et AT égale A. Et donc encore une fois, l'espérance, eh bien il y a un indice pi pour montrer qu'on va suivre la policy pi. Donc cette expression-là, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent au return moyen qu'on a, donc l'espérance de GT, c'est le return moyen qu'on a, donc en exécutant A, donc AT égale A, dans le state S, donc ST égale S, puis en suivant pi, donc là le pi est noté juste ici. Donc encore une fois, on voit que c'est un moyen de prédire les rewards obtenus par une policy, sauf que là, au lieu de donner qu'un state, eh bien on va donner un state et une action. Donc ce sont les states et les actions à la time step t plus à la time step t, pardon. Et donc par contre, il est très important donc de remarquer que cette action A, eh bien elle n'est pas forcément celle préconisée par la policy pi. C'est une action A en fait totalement au hasard. En fait, on lui dit bon ben je suis dans ce state là et j'ai pris cette action là. Si je suis la policy pi, donc quelle est si je suis la policy pi, quel est le return que je peux espérer avoir. Voilà, ça, en fait, l'action state value function, eh bien, en fait, elle répond à cette question. Alors, on va également parler donc d'optimalité. Donc, on va chercher, pour résoudre un MDP, on va chercher une policy pi étoile. Donc, on dit que pi étoile, c'est la policy optimale. Donc, sa value function, c'est v pi de étoile. Et en fait, on dit que c'est, on dénote donc la value function de la policy optimale, on la dénote par v étoile. Donc pi étoile, c'est la policy telle que donc sa value function est supérieure ou égale aux value function de toutes les autres policies pour tous les autres states. Donc on a vraiment ça qui est très important, c'est-à-dire que le return qu'on peut espérer avoir en suivant la policy optimale, il est forcément supérieur ou égal au return qu'on peut espérer avoir en suivant toutes les autres policies possibles, quelles que soient les autres policies en fait, et quels que soient les states. Donc autrement dit, on dit que V étoile de S, c'est la valeur maximale de V pi de S, donc pour tous les states S, donc ça, eh bien ça revient à dire ça. Et donc de la même manière, on peut dire ça pour la state value function, c'est-à-dire que l'action state value function, on peut dire que Q étoile de SA, eh bien c'est la valeur maximale de Q pi de SA pour n'importe quel state S. Et donc à noter que quand on dit QPi de SA, qu'on parle de QPi de SA, eh bien encore une fois, ce n'est pas forcément l'action optimale, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'action préconisée par la policy pi étoile, donc la policy optimale, c'est une action au hasard. On lui dit je suis dans le state S et j'ai pris l'action A, bon, et bien si je suis la policy optimale, quel est le return que je peux espérer avoir. Et donc enfin, résoudre un MDP, donc c'est donc équivalent à trouver pi étoile. Et donc on verra que en fait, on peut également trouver V étoile et qu'en fait, il est plus simple de trouver V étoile. Et donc une fois qu'on a V étoile, on peut trouver pi étoile. Donc en fait, résoudre un MDP, c'est en fait en quelque sorte équivalent à trouver V étoile. Donc pour conclure, on a vu la définition d'un MDP, donc qui était un Markov Decision Process, donc un moyen de décrire formellement un problème de reinforcement learning, avec notamment donc grand S et grand A, donc l'ensemble de state et d'action, petit p et petit r, donc les fonctions de transition et les fonctions de reward, ainsi que gamma, on l'inclut dans la définition d'un MDP. Et on a vu également qu'un MDP, eh bien, il respectait forcément la Markov Property, c'est-à-dire que le futur ne dépend que du présent. Également, on a vu la définition d'une policy, donc qui était un moyen donc de définir le comportement d'un agent. Donc une policy, on la note par la lettre pi, et elle prend un state S et elle dégage, elle nous donne une action A. On a également vu deux value functions, donc qui sont des mesures des rewards moyens, des returns obtenus par une policy. Donc on a vu VP, donc qui donnait le return moyen obtenu par une policy à partir d'un state S. On a également vu QPi, donc qui donnait le return moyen obtenu par une policy à partir d'un state S et d'une action A. Et enfin, on a vu que résoudre un MDP, donc c'était équivalent à trouver V étoile, donc V étoile étant la value fonction de la policy optimale pi étoile. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment exprimer les value fonctions récursivement. Donc par récursivement, on dit donc que on va vouloir exprimer Vpi de S en fonction de Vpi de S', donc S' étant le state successeur au state S. Et donc ça va nous permettre par la suite de calculer en fait les value fonctions et donc dans le but final de résoudre le MDP
toujours dans un contexte de model-based. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va voir justement les équations de Bellman qui vont justement nous permettre d'exprimer récursivement les values fonctions qu'on a vues dans cette vidéo.